Madame, Messieurs, bonsoir. Comment expliquer l'indifférence de la communauté internationale face à la guerre d'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda? Bunagana est toujours occupé il y a plus de 100 jours. On ne réagit toujours pas du côté congolais. La diplomatie congolaise serait-elle en faillite? Nous allons tenter de répondre à cette question. Nous allons revenir sur d'autres questions d'actualité, notamment les élections et la situation sociale du pays, des Congolais. Notre invité ce soir, c'est monsieur Maurice Likouo. Monsieur Maurice Likouo est ancien chargé de mission du maréchal Mobutu Sese Seko. Il est au cadre du MDECO, il est conseiller stratégique de M. Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir, M. Ambroise. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, la santé va bien et ma famille aussi va bien. Oui, très bien. Ancien chargé de mission du maréchal Mobutu. Oui, ça n'est pas donné à n'importe qui. Parce que Mobutu, on peut le reprocher, il ne donnait pas les fonctions, les grades comme on donne la communion à l'église. Non, non, il faut mériter. C'est un poste qui a quand même un mauvais souvenir sous Fachi. Hein. Mais il faut les gens qui ont conseiller stratégique en matière de stratégie. Il faut le brain trust. Ah, ok. Oui, oui, il faut le brain trust. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique comme ça, tout simplement parce qu'on est amis. Non, 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 non. Mobutu avait des frères, il avait des connaissances. S'il peut vous donner une faveur, il peut soit vous donner les moyens financiers, donc les avantages, mais pas les fonctions. Non, non. Si vous avez une fonction pendant l'époque du maréchal, c'est que vous méritez. J'ai reçu quelqu'un sur ces plateaux, on parlait de la situation du pays, on parlait de tous les présidents que la RDC a connus. Il a dit, le seul président qu'on a connu, un seul président qu'on connaît, c'est maréchal Mobutu. Oui, oui. Il a dit sur mon plateau télévision. Oui, oui. C'est son sentiment. Parce qu'on parle de Mobutu, du mal, tout simplement par haine. Surtout les gens qui n'ont jamais eu de fonction à cette époque-là, ou bien d'autres problèmes personnels. Mais en tout cas, en ce qui concerne le charisme, la politique et la manière de diriger, en tout cas, c'est comme disait Biliabel, hein, le phénomène, il n'y a qu'après 50 ans. Ah bon? Ah oui. Ah, ça, c'est interpellateur. Oui. Alors, on va parler avec vous de la situation de l'Est du pays. Bunagana est toujours occupé, il y a plus de 100 jours. Mais en ce qui concerne cette guerre de la RDC et les Rwandais, on remarque que les Rwandais semblent disposer des assises diplomatiques qui sont un peu solides, plus que celles de la RDC. Comment expliquez-vous cette situation, vous qui avez évolué aux côtés du maréchal Mobutu? Merci beaucoup, Monsieur Ambroise, pour la question. Vous savez très bien qu'à chaque chose, pour faire comprendre aux gens, il faut l'historique. Pourquoi on parle aujourd'hui du Rwanda? Rwanda n'est composé que de deux tribus, c'est-à-dire les Hutus et les Tutsis. Ce sont les Hutus qui sont les autochtones du Rwanda. Ah bon, les Hutus? Les Hutus. D'ailleurs, ça vient même... Vous voyez la consonance même phonique du Bantou, Muntu. C'est-à-dire, nous les Bantous, Hutus. Enfin, je ne suis pas professeur d'anthropologie, mais de toutes les façons, c'est ça la racine. Okay. Les Tutsis sont des Nilotiques. Ils viennent de l'Érythrée, de Somalie, de l'Égypte. Ils ne sont pas les autochtones du Rwanda. Ils étaient venus avec leur, disons, pour le pâturage de leurs animaux, comme aujourd'hui nous avons la situation d'Embororo. Okay. Vous voyez, ils étaient venus là-bas. Ils ont trouvé les Hutus. Alors, pour maintenant, dans leur stratégie de simulation, ils ont confié aux Hutus, au chef Hutu des femmes rwandaises.
avec de gros bassins, leur morphologie, tout ça. Alors que c'était une manière de pénétration. Et lorsque ils ont pénétré les Hutus les ont accueillis et ils avaient l'air un peu des gens un peu mous là, or que c'était des dangereux. Tandis que les Hutus sont des Bantous, c'est-à-dire ils sont des guerriers. Donc trop brutal, ceci, cela. Alors avec leur stratégie, les Hutus les ont adoptés et ils ont donné leurs femmes au chef Hutu. Vous voyez? Alors que c'était une stratégie. Et maintenant, après les avoir, disons, embrassés, oui, ils ont maintenant dominé les Hutus sur leur propre sol. Alors, vous savez très bien que le Rwanda, c'est l'ancienne colonie allemande. Oui. L'ancienne colonie allemande, lorsque Hitler a perdu la guerre, on a confié le Rwanda et le Burundi à la colonie belge. Donc, c'est comme ça que dans tout ce que nous, on avait, dans notre temps, on appelait toujours le Congo belge et le Rwanda Urundi. Donc, c'était considéré comme un seul pays. Même si aujourd'hui, on taxe que, oh non, puisque je lis même dans les réseaux sociaux, oh, c'est Mobutu qui avait... Non, 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 ce n'est pas Mobutu. Mobutu a trouvé la situation. Vous voyez, des Rwandais. Donc, on vivait avec les Rwandais sans problème. Alors, vous dites que le problème de la diplomatie... Du Rwanda semble avoir des assises un peu plus solides. Pas il semble, c'est la vérité. Ils ont des assises plus solides, très solides. Mais il faut connaître pourquoi ils ont des assises très solides. À l'époque coloniale, vous savez très bien que c'est l'Église catholique qui avait la dominance sur l'État. Vous voyez? Alors, les prêtres catholiques, pour la plupart, pour ne pas dire 90%, étaient des homosexuels. Ah bon? Oui, étaient des homosexuels. Alors, ils ont adopté donc les hommes Tutsis pour chauffer leur lit. Alors, c'est comme ça que les prêtres catholiques ont vraiment apprivoisé les Tutsis. Ils les ont lancés dans la formation, dans l'éducation, l'instruction, tout ça, et ils ont fait d'eux des cadres. Vous voyez, au détriment des Hutus. Alors, à partir de cette situation, d'ailleurs, vous êtes encore trop jeune, mais enfin, vous ne connaissez pas cette histoire puisque vous n'aviez pas vécu avec les Rwandais à l'époque même coloniale et même après l'indépendance. Oui. Et vous constatez toujours que les Rwandais ont toujours tendance à vivre dans le centre-ville, fréquenter les boîtes de nuit, des blancs, de ceci, cela, parce que c'est dans leur habitude-là de vendre leur corps dans le cadre de l'homosexualité. Alors, on les a favorisés pour les envoyer partout dans le monde. C'est comme ça que dans les organisations internationales, ils sont nombreux. Et si vous voyez très bien, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à ces loges-là et tous ces grands messieurs du monde se servent d'eux comme étant, disons, vous comprenez. Oui. Je ne peux pas quand même être trop vulgaire sur le plateau de télévision. Alors, c'est à partir de là qu'ils ont maintenant cette assise à travers le monde, à travers les hommes qui travaillent, avec, enfin, ces Occidentaux qui les utilisent pour ce sale besoin. Vous voyez? C'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que lorsque vous touchez aux Tutsis, alors c'est maintenant la communauté internationale, puisque nous faisons aussi partie de la communauté internationale. Les Poutines aussi, ils font aussi partie de la même communauté internationale. Parlons des Occidentaux spécifiquement. Ah, des Occidentaux. Oui, oui. Okay. Donc c'est ça. Donc c'est là la base de leur domination sur la diplomatie parce qu'ils sont partout. Et ils servent de chauffe-lit pour ces homosexuels-là internationaux. C'est compris. Mais comment maintenant jugez-vous les déclarations qui ont été faites dernièrement par le secrétaire général de l'ONU, selon lesquelles le M23 est lourdement armé
plus que la MONUSCO et que les autorités de Kinshasa ont comme seule voie négocier avec le M23. Mais justement, c'est ça. Mais l'ONU, c'est quoi? C'est l'Occident. L'ONU, que ce soit l'ONU, que ce soit la CPI, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque... Bon, disons toutes ces organisations internationales-là. Mais ce sont les instruments des Américains pour la domination du monde. Si vous ne comprenez pas, et si on parle de l'ONU, mais ce sont les décisions américaines. Des instruments de l'Occident pour la domination du monde. Mais c'est justement ça. Alors vous voyez avec le problème là de la guerre d'Ukraine, ça donne l'occasion maintenant pour revoir l'ordre mondial. Ouais. Il faut qu'on puisse quand même refaire l'ordre mondial et on doit abandonner l'ancien. Alors, vous voyez si Guterres, Antonio, vous dit des choses comme ça. Mais ce n'est que normal parce que lui, il est dicté par les Américains. Par les Américains. Et qui sont vraiment responsables de l'agression de notre pays. On a parlé avec vous l'autre fois. J'avais fait beaucoup d'émissions avec Patrick, pauvre Patrick Epalata de CCTV, de bonne mémoire. On a parlé avec lui. J'ai même démontré comment est-ce que notre pays est assiégé et attaqué par le Rwanda. Et pendant l'époque de l'AFDEL, j'avais eu même à souligner pourquoi il y a eu progression même des troupes de l'AFDEL, donc des Rwandais, qui faisaient la marche de santé, qu'il n'y avait même pas de guerre. C'est parce que les Américains, à travers Bechtel et SAIC, donc leurs satellites espions de l'armée américaine, mais qui donnaient des positions de nos troupes sur le terrain, les avancées et tout ça. Et ils utilisent la même technique maintenant avec la guerre d'Ukraine. C'est comme ça que nos troupes étaient toujours débordées. On attaquait et on occupait facilement. Mais c'était les satellites américains. Et qui dit satellite américain, qui était à l'époque? Mais c'est Bill Clinton. Bill Clinton, démocrate. Donc ce sont eux qui sont à la base aujourd'hui que le M23 dispose aussi de ces moyens. Mais c'est justement ça. Donc, si réellement... Et l'ONU vante ça. Mais l'ONU connaît. Mais les armes que Guterres vous dit que mais le M23 est mieux armé, mieux équipé, ceci, cela que la MONUSCO. Mais le M23 reçoit toutes ces armes de qui? Mais de la MONUSCO. On lui a posé une question par rapport à ça. Il dit, mais ça vient de quelque part. De quelque part d'où? Mais c'est justement ça. Ce sont les armes américaines que la MONUSCO utilise. On ne les fouille pas avec la complicité des Congolais. Ils reçoivent tous ces armements et remettent maintenant au M23 pour concrétiser. La RDC est victime d'un complot? Oui, mais l'autre fois, on avait décortiqué ça avec vous, lorsque je vous avais dit que c'était un plan qui était monté, et parmi même, disons, le dénigrement de Mobutu. C'est parce que Mobutu ne voulait pas marcher. Nous, on connaissait cette situation depuis l'époque de Mobutu. Parce que c'est un complot américain pour, disons, démembrer le Nigeria, le Soudan, ils ont réussi. Et après, vous voyez, maintenant c'est nous. J'ai eu à parler de ça à l'époque. Imaginez-vous que c'était à l'époque où Laurent Désiré Kabila était entré. D'ailleurs, lorsque j'étalais toute cette stratégie sur le plateau de télévision, les gens disaient, mais on va m'arrêter, on va me tuer, ceci, cela. À l'époque, avec Patrick Palata. Vous parlez de Mobutu. La RDC est sous embargo. Depuis l'époque même du maréchal, la RDC est sous embargo. La communauté internationale avait prétendu que Mobutu ne voulait pas de la démocratie. C'est pourquoi on avait placé la RDC sous embargo. Mais aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Ça fait combien d'années? Plusieurs années. Plus de 25 ans. Mais pourquoi on ne lève pas? Pourquoi l'embargo continue selon vous? Et que faire pour en finir avec la guerre? Mais justement, cet embargo, c'est voulu, entretenu par les Américains et le monde occidental. Justement, pour qu'on arrive à démembrer notre pays. Alors, la seule stratégie... Ça fait partie d'un plan. C'est un plan bien méthodique.
C'est comme ça que vous voyez, je plains beaucoup nos services de renseignement. Est-ce qu'actuellement nous avons des services de renseignement dans notre pays? Sur papier, oui, mais au niveau de la formation et des gens, en tout cas, je peux... En fait, qu'ils m'excusent. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens. Oui, oui, non, qu'ils m'excusent. Je ne les critique pas pour les critiquer, mais c'est pour l'intérêt de notre pays. Il y va de notre pays. Tu sais que, enfin, excusez-moi, vous savez, M. Ambroise, moi je regrette seulement une chose, que Mobutu avait mal fait. Le fait d'avoir rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Vous voyez, c'était une erreur, une grosse erreur. C'était une grosse erreur. Parce que la formation que l'Israël avait donnée à nos agents à l'époque, que ce soit militaire, que ce soit dans le domaine du renseignement, que ce soit dans d'autres secteurs que je ne peux pas vous dire. C'était de haut niveau. Hein. En tout cas, de très haut niveau. D'ailleurs, même les Français, les Belges n'étaient même pas proches de nous. Mais Mobutu a commis l'erreur. Vous voyez le sentimentalisme de se jeter entre les mains des Arabes et puis de sacrifier les Juifs. Mais tout ça, même le service action que les Juifs avaient monté ici chez nous, ce n'est pas le service et le SARM qu'on avait. Ça, c'était une déformation du service que les Juifs avaient monté ici chez nous. Je n'entre pas dans les détails. Parce que dans ce service-là, il y a des agents qui étaient en pleine formation et qui n'étaient connus que du chef de l'État et de leur propre chef. Ils n'avaient pas de bureau, ils n'avaient pas un endroit où on pouvait les détecter que voilà un tel et ils travaillaient ailleurs. Voilà le système juif. Ils ne se connaissaient qu'entre eux parce qu'ils devaient aussi combattre les ennemis qui étaient dans notre pays. Qui sont même dans le gouvernement comme actuellement, même dans l'armée. On pouvait les frapper. Mais sans pour autant, vous pouvez vivre avec votre femme, mais votre femme ne connaît pas que Ambroise, c'est un agent de service d'action. Mais elle connaît tout simplement que Mobali Nanga est un journaliste. Alors que toi, tu n'es pas seulement journaliste. Vous voyez l'image que les Juifs ont voulu mettre à notre disposition. Et vous savez pourquoi est-ce que Mobutu avait balayé ce service dans l'œuf même? C'est parce que lorsqu'on avait terminé la formation, les instructeurs avaient dit au maréchal, nous allons maintenant tester les gens que nous avons formés ici sur place avant d'aller opérer ailleurs. Et vous savez le test qu'on voulait faire, aller enlever tous les membres du conseil exécutif pendant la réunion du conseil exécutif. Mais ça, c'est trop bête, il y aura des morts, mais c'est un test. Alors, en ce moment-là, le maréchal a dit, alors ils vont se détourner. Il a dissous cette histoire. Ah bon? Oui. Il y a même des amis... Mais pourquoi ce genre de test-là? Un test qui fait couler le sang. Oui, il faut commencer par vous-même. Parce que comment est-ce que vous pouvez aller opérer ailleurs dans un autre pays, si vous-même vous ne maîtrisez pas votre... Mais c'est justement ça. Alors vous voyez pourquoi moi je reproche au président Mobutu. Et chaque fois que moi je suis le président Gabriel Mokia, lorsqu'il dit que Ngaso Nadji Kagame na kokangaye na kobetaye, alors ça me fait rire. Je dis mais c'est justement, c'était ça le service que on avait monté par les Juifs. On pouvait aller opérer ailleurs sans laisser des traces. Alors aujourd'hui, on se moque vraiment de ce pays. Que faire pour en finir avec la guerre? Mais vous avez parlé de l'embargo. L'embargo, c'est monté et voulu par les Américains et le monde occidental, justement pour atteindre cet objectif de la balkanisation de notre pays. Alors, pour éviter ça, mais ce ne sont pas seulement les Occidentaux qui ont des moyens de défense. Vous avez Poutine. Vous avez la Corée du Nord. Il faut aller vers la Russie, il faut aller vers la Corée du Nord. Mais bien sûr. Il faut aller vers ceux qui s'opposent aux Américains. Mais c'est justement, est-ce que là-bas on va dire que non, vous êtes en embargo? Au contraire, ils vont accueillir notre pays à bras ouverts. Parce que celui qui domine la République du Zaïre domine toute l'Afrique. Et puis barre la route
à l'évolution de c'est du pourquoi monde il y a une occidental. sorte d'affrontement entre Oui. la Chine et la RDC. Oui, oui. Parce que la Chine quand même est venue dans Mais notre c'est pays. justement ça. La Chine a même soutenu la RDC au Conseil de sécurité. Elle a demandé qu'on puisse lever l'embargo. Mais c'est justement parce que c'est un message que ce monde-là donne à notre pays que Boya, venez vers nous. Tout ce que nous cherchons chez nous, ça se trouve chez vous. Oui. Ces gens vous ont On a des minéraux. Oui. Ces gens vous ont beaucoup trompé, ils vous ont beaucoup maltraité depuis l'esclavage jusqu'à la colonie et consorts et même aujourd'hui. Mais venez. Si aujourd'hui nous demandons par exemple à Kim Jong-un les armes, oh mais ça serait une aubaine pour lui. Vrai ou faux? Même aux Chinois, même à Poutine. Alors pourquoi? Il faut oser. Pourquoi ne pas oser? Et vous savez pourquoi est-ce que nos présidents africains, lorsque moi je suis la position des représentants de la CEDEAO contre le Mali, contre tous ces gens-là, moi je dis, mais c'est justement parce que les présidents... On les instrumentalise. On les instrumentalise par Macron. Ouais. Et vous savez pourquoi? Parce que nos chefs d'État, la stratégie des Occidentaux, c'est comment? Ils laissent aux chefs d'État africains donc la voie pour voler leur peuple, s'enrichir. L'enrichissement illicite, l'enrichissement Alors, personnel. ils prennent cet argent, ils vont mettre dans leurs histoires de paradis fiscaux. Et qui dit paradis fiscaux, ce sont les banques occidentales qui sont là. Alors maintenant, eux, ils vous dictent, vous en tant que président, ils vous donnent leurs instructions. Puisque si vous osez faire le contraire, alors... On vous fait la guerre. Non. Pour vous renverser. On vous dit, bon, si vous ne voulez pas suivre ce que nous vous disons, alors nous allons bloquer tous vos comptes là où vous avez placé de l'argent et nous allons provoquer les coups d'État pour vous renverser. Donc, nos chefs d'État sont devenus des marionnettes de ces gens-là des Occidentaux. Alors, si réellement nous voulons sauver notre pays ici, la République du Zaïre que vous appelez aujourd'hui la République démocratique du Congo, faisons-nous violence. Allons vers la Chine, allons vers la Russie, vers la Corée. Si ces gens-là, de ce gouvernement, ne sont pas capables qu'on nous appelle, nous, les anciens du maréchal, nous connaissons comment est-ce qu'on peut avoir les armes d'ici dans notre pays. Mais ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont la corde au cou. Ils ont la corde au cou. Oui. Ah oui, mais c'est lui qui contrôle. La Chine a la 5G, c'est lui qui a la technologie. Il est puissant par rapport aux autres. Et la RDC a toutes ces matières premières qui servent à la fabrication. Il y a même ces matières-là qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter ici chez nous. Des matières stratégiques. Mais... vous voyez comment est-ce que nos chefs sont en train de pleurer. Et ils roulent en caleçon. Je me souviens, M. Maurice Likou, je me souviens. Je rappelle que vous êtes un ancien chargé de mission du maréchal Mobutu. Oui, bien sûr. Alors, je me souviens, vous avez toujours dit que la politique est la sœur jumelle de la sorcellerie. Ah, mais... c'est la sœur jumelle de la sorcellerie. Vous n'oubliez pas ça. Mais c'est justement ce que moi je vous parle maintenant. Mais c'est de la sorcellerie. Et je vous donne un exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails puisque ce sont des secrets d'État. Nous sommes obligés de partir avec. Beaucoup de gens disaient toujours que Tshisekedi était l'ennemi de Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont... Mais c'est faux. Cette image-là. Cette image-là, c'est faux. C'est faux. Même cardinal Mosengo, il voulait faire partir Mobutu. Mais c'est faux. Ce sont les deux personnes qui ont sauvé le pouvoir du maréchal. Ah bon? Ne me pose pas de questions et je me limite là. C'est comme ça que si je vous dis que la politique est la sœur jumelle de la sorcellerie. De la sorcellerie, parce que ce qu'on présente... comme les soi-disant opposants... Oui. À la consommation, disons, publique, disons, aux néophytes, c'est des gens qui ne sont pas rodés, en la matière, ce n'est pas ce qui se passe réellement. Dans les ténèbres. Non, dans les ténèbres. Alors, c'est la sorcellerie.
Parce que les sorciers ne travaillent pas pendant la journée. C'est comme ça que vos hommes politiques, vos hommes politiques, on vous a institué le système, pendant la journée, il dort. Ouais. Et il va travailler l'après-midi jusque même tard, 22h, 23h, même minuit. Oui. Il est toujours au cabinet. Oui. Et il signe des décisions, pendant la nuit, parce que c'est la sorcellerie. Ah, ok. Bon, je me limite là. Ok, bon, je ne vous pose pas de questions. Je retiens seulement que Etienne Tshisekedi et Mosengo ont sauvé le pouvoir de Mobutu. N'étaient pas des ennemis. Et moi qui, qui vous parle, je faisais le trait d'union. Ah, ok. Vous faisiez le trait d'union. Je faisais le trait d'union. Banda, c'était pour autre chose. Oui. Et moi, c'était aussi pour autre chose, pour d'autres mots. Il y a quelque chose en moi qui me demande de vous poser une question là-dessus. Non, non, ne me pose pas de questions sur Mbanda. C'est un homme très intelligent, bien formé. Okay. Donc, alors, il est parti à son âme. Si la politique est la sœur jumelle de la sorcellerie, comment expliquez-vous les accords signés entre Fachi, Félix Tshisekedi et les autres chefs d'État du Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, par exemple? Ah, bon, merci beaucoup pour la question aussi. Vous voyez, souvent, lorsque je lis dans les réseaux sociaux, on est en train de vanter que voilà, notre diplomatie est très solide, parce que notre président, une fois arrivé au pouvoir, il était déjà président en exercice de l'Union africaine, président de la SADC, président de toutes les organisations africaines en moins de temps. Mais ça, c'est de la stratégie de distraction. Quelle distraction? Je vous dis ça. Vous savez, on connaît, puisque les Belges, lorsqu'ils nous avaient colonisés, ils avaient étudié ça, chaque race. C'est comme ça que vous voyez, l'armée était souvent pour les Bangala, l'administration pour les Bakongo, et ainsi de suite. Par exemple, les Katangais, c'était le problème des sports et consorts. Mais c'est justement, ça fait partie de la stratégie de chaque pays, étudier l'individu. On sait très bien que nous sommes des jouisseurs. Ah, nous sommes des jouisseurs. Nous sommes des jouisseurs. Nous voulons le lokumu, c'est-à-dire Matuvi, ceci, cela. C'est comme ça que même les... On nous appelle les Bemwe. Les Rwandais, justement j'allais venir, on nous appelait les BMW, c'est-à-dire Bir, Women, Money and Women. Vous voyez, c'est parce que nous sommes habitués à ça. Alors, comme nous sommes habitués à ça, pour nous distraire, alors que notre pays, nous sommes dans une situation très délicate, on donne des fonctions à notre président pour le distraire. Vous voyez par exemple, Zelensky, le président de l'Ukraine, depuis que son pays a été attaqué, il ne quitte jamais l'Ukraine. Et il est habillé comme c'était à l'époque de Mobutu, lorsque notre pays était en guerre. Lui, il était en tenue militaire. Et aujourd'hui, Zelensky vous donne l'exemple. C'est un message. C'est un message. Il dit, mais je suis en guerre, mon pays est attaqué, je ne peux pas porter de costume. Je ne peux pas festoyer. Je dois participer à la guerre, même mourir pour défendre mon peuple. Vous aurez voulu voir Félix Tshisekedi effectivement s'habiller à porter cette tenue. Qui est le commandant suprême de l'armée? Des FARDC. Depuis que notre pays est attaqué, est-ce qu'il est allé même à Beni, même à Butembo, même à Goma? Bon, bien avant, il était parti. Non. Bien avant, il était parti. Souvenez-vous de sa déclaration, je suis prêt à mourir. Écoutez, vous savez très bien que ce soit moi, que ce soit Gabriel Mokia, nous soutenons Félix. Oui. Mais on ne le soutient pas comme étant des diallolistes. Ok. Hein? Nous sommes des partenaires. Vous réfléchissez. Nous réfléchissons. Là où ça va, on dit oui, ça va. Oui. Quand ça ne va pas, on dit mais pour l'intérêt de notre pays, de notre peuple. Regardez l'âge que moi j'ai. Je vais laisser mes enfants et mes petits-enfants dans quel pays? Alors que moi je connais certaines choses. Je ne peux pas abandonner mon pays. Je dois quand même l'aider. Et tout simplement parce qu'on doit quand même s'attendre aux oripeaux du pouvoir. Et je dois quand même faire le djalelo. Non. Félix devait limiter ses voyages. Il devait porter la tenue militaire. Il devait être au front. Et s'il le faut, il peut nous inviter, nous, pour aller chercher les armes pour notre pays. Ah, ok.
Mais quant à attendre seulement le monde occidental, c'est de la distraction. Donc il ne faut rien attendre du monde occidental. Mais je vous donne un exemple. Vous voyez Saddam Hussein. Ce que Saddam Hussein a fait pour les Américains, inimaginable. Vous connaissez la suite. Avec notre président, si l'Union soviétique, disons le bloc soviétique, n'avait pas occupé l'Afrique et avoir... Mais c'était Mobutu. Vous ne savez pas ce que Mobutu a fait pour les Occidentaux. On l'a payé comment? Kadhafi, la même chose. Qui a supporté les élections de Sarkozy? Qui a défenestré Kadhafi? Mobutu, c'est lui qui avait même financé les élections de Chirac. Chirac voulait même avoir des problèmes dans leur pays, justement parce qu'on lui avait demandé l'origine de tout ce qu'il avait. Mais vous savez, qui était parmi les gens qui ont défenestré le maréchal? Le même Chirac. Je peux vous donner des exemples, les Bokassa et tout ça. C'est-à-dire le monde occidental nous utilise comme des animaux comme les bétails. Vous voyez? Des moutons, des panurges. Oui. Alors, ça veut dire que Fachi n'aurait pas dû signer les accords mais c'est la faiblesse. Avec le Rwanda, mais c'est la faiblesse. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on apprend? Oh, les Burundais sont venus nous... Les Burundais, les Kenyans, les Ougandais, les mêmes ennemis, vous les appelez chez vous pour venir vous sécuriser. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une blague de mauvais goût? Hein? Et notre pays, nous devons vraiment avoir de l'assistance de ces petits pays-là. Imaginez-vous, parce que beaucoup de gens, ceux qui parlent aujourd'hui français, le bac français à Milei, ce sont des jeunes gens qui viennent de terminer les universités, qui n'ont pas connu l'histoire de notre pays, parce qu'ici, chez nous, on ne lit pas, on ne s'informe pas. Est-ce que vraiment, à l'époque de Mobutu, tous ces gens-là pouvaient même venir? Alors, vous avez aussi toujours dit que notre diplomatie est trop faible. Trop. Paraît-il. Mais je peux même dire inexistante. Ah, inexistante. Inexistante. Alors, puisque vous savez, la diplomatie, quel est le socle de la diplomatie, les assises de la diplomatie? C'est-à-dire qu'il faut être toujours en position de force dictée votre volonté à d'autres États. Mais ici, chez nous, nous roulons en canossa. Hein? Vous dites que la diplomatie est trop faible, mais depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a été désigné par ses pairs, président en exercice de l'Union africaine, de la SADC, de la CEAC. D'après vous, vous ne voyez pas que ce sont des signes de la diplomatie agissante? C'est de la distraction. Et agressive de la RDC? Non, on appelle la diplomatie agressive comment? Lorsqu'on est en position de force. Maintenant, vous êtes faible devant Kagame. Mais c'est justement Kagame, il utilise la diplomatie agressive. Il est coté, il est mieux entendu ailleurs. Mais vous roulez en canessa. On vous dit, allez négocier. On vous dit, vous allez négocier avec qui? Vraiment pour la souveraineté d'un État, pour l'intérêt de votre population. En pleine guerre, on vient l'attaquer. Et vous allez négocier. Je peux vous dire, vous voyez, lorsque nous, on a grandi à Mbandaka, je vous donne un exemple, notre mentalité. Lorsque, par exemple, vous ennuyez toujours un vieux du quartier là, vous vous moquez de lui, vous le prenez pour, disons, un objet de moquerie. Vous savez, pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il vous laisse, vous les enfants, tranquille. Il va piéger votre papa et votre maman qui va au marché ou bien qui va au boulot, il les tape. Il les tape. Comme au lieu de vous taper, vous les enfants, ils tapent votre père, ils tapent votre mère. Alors maintenant, Sangoye Nandako, qu'un tel a tapé votre maman et
l'a laissé nu. Maintenant, vous, si vous êtes un homme Makassi, allez l'attaquer. Mais puisque si il vous tape, vous, enfants, hein, ça n'aura pas de valeur. C'est comme nous sommes actuellement avec Kigali. On ne peut jamais négocier comme... Bon, avec Laurent Désiré Kabila, c'est vrai, parce qu'il a négocié du fait que lui-même, il est complice de tous ces gens pour envahir notre pays. Hein, il est complice. Mais est-ce que nous pouvons vraiment négocier? Qui a fait le brassage que vous appelez la réinsertion, ceci, cela? Pourquoi notre armée... Mais le président Vital Kamerhe, quand il a fait sa tournée dans l'Est, il a proposé de dialoguer avec le Rwanda et l'Ouganda. Bon, disons, Kamerhe, je le connais puisqu'on a vécu, on a évolué toujours, un homme très intelligent. D'ailleurs, l'intelligence de Kamerhe, vraiment, c'est indiscutable. Okay. Mais est-ce que lui, il a déjà travaillé dans les stratégies d'État pour la défense? Il ne connaît pas ce que c'est la défense. Comment négocier avec l'Ouganda? Et le Rwanda. Et le Rwanda. Mais c'est la haute trahison. Et je vous assure, Ambroise, retenez ce que moi je vous dis. Que ce soit même pour nos autorités, que ce soit même pour la génération actuelle, tôt ou tard, on poursuivra certaines personnes pour haute trahison, comme on est en train de faire depuis 1945 avec les criminels nazis. Okay. Vous voyez, parce que ce qu'on est en train de faire actuellement comme haute trahison dans notre pays, tôt ou tard, nos enfants, nos petits-enfants viendront faire payer aux traîtres cette situation. Alors, on a parlé de Vital Kamerhe, il y a quand même une question de curiosité qui me vient en tête. On parle politique. Selon certaines rumeurs, il paraîtrait que Félix Tshisekedi chercherait à débaucher Aimé Boji, qui est actuellement ministre du budget, au détriment de Vital Kamerhe. Qu'en pensez-vous? Oh, mais c'est à rire. Vous voyez que ceux qui pensent comme ça, ce ne sont pas des gens qui sont avertis. Moi, j'ai évolué avec Kamerhe, avec Boji, avec Baporiki, avec Honorable Kizi, disons avec l'UNC. Je connais. Entre nous, on se connaît. Jamais Boji ne peut trahir Kamerhe. Jamais Boji ne peut trahir Kamerhe. Et je sais pourquoi je dis ça. C'est son beau-frère, apparemment. Non, je vous dis que Boji, enfin, Excellence Boji, il est ministre du budget. Il est ministre d'État. Ne à peut, tout seigneur, tout honneur. Oui, ne peut jamais trahir Kamerhe. Quel que soit vent et marée. Même si aujourd'hui, vous lui proposez des millions, il vous dira oui, merci. Mais il ne trahira jamais Vital Kamerhe. Ça, jamais. Donc, celui qui aurait chuchoté cette idée à l'oreille de Félix Tshisekedi n'est pas un bon stratège. C'est de la spéculation imaginable. Vous savez que nous, les Congolais, nous sommes très riches en imagination. Hein? On est vraiment trop riches en imagination. On invente du n'importe quoi. Mais ce que moi, je vous dis, je crois bien que même... Son Excellence Aimé Boji, que ce soit Baporiki, Honorable Baporiki, que ce soit les Kizito, disons, tout ce monde-là, ils connaissent ce que moi je dis, et ils peuvent même dire à la maison, il dit que voilà ce que le vieux du coup dit est vrai. Est vrai. Donc, alors, non. Dernièrement, je vous ai quand même reçu sur ce plateau, on parlait de votre créance au niveau du ministère des Finances qui n'est toujours pas payée, votre créance avec Gabriel Mokia et la restitution de ces maisons. Où est-ce qu'on en est actuellement? Vous savez, hein, je vous donne quelque chose qui me revient à l'esprit lorsqu'on était des enfants. On nous disait que si vous ramassez les dons de la sirène, Yamami Wata, Yamami Wata, vous devenez riche. Mais posez seulement la question, donnez-nous ne fût-ce que un exemple, quelqu'un qui est devenu riche pour avoir ramassé les dons de Mami Wata. Personne n'a jamais vu
personne n'a jamais ramassé. C'est comme ce qui se passe au ministère des Finances, comme au ministère du Budget et à la chaîne de dépenses. Vous savez, comment voulez-vous? Vous savez très bien ce que les hommes d'Alinguete et Alinguete lui-même sont en train de faire pour la gestion des finances publiques. Mais si Alinguete et ses hommes donnent le feu vert, c'est-à-dire l'accord, c'est-à-dire même que vous soyez ministre des Finances, donc vous déduisez directement que ce dossier est clair, et il est clair. Alinguete, il avait déjà fait pour vous. Mais oui, mais ça traîne sur la table. Les DTO, c'est traîne. D'ailleurs, on a fait même beaucoup d'émissions avec vous depuis l'année passée, jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement, parmi les gens aussi d'Alinguete, ceux qui sont à la chaîne de dépenses, puisqu'on les a affectés aussi là-bas, non, ils font quand même, ils font souffrir certaines personnes. Ah bon? Mais oui, vous voyez, lorsqu'on est en train de, si vous êtes en train de laver la chemise, vous rincez ça. Il ne faut pas aussi appuyer trop fort. Trop fort, ça va se casser. Oui, ça va se déchirer. Vous voyez, alors, il y a trop d'excès de zèle. Imaginez-vous, moi j'ai pitié plutôt par exemple au directeur du budget contrôle. Enfin, je ne fais pas sa publicité, mais à chaque tout honneur. C'est un homme sévère, mais il fait son travail, comme l'OD. Tous les deux font leur travail. Mais ils sont bloqués par qui? Par les hommes de l'IGF. Tout simplement, oui. Tout simplement parce qu'il y a trop un excès de zèle. Imaginez-vous une créance qu'on a toujours payée. On a toujours payé. Et la même créance, puisqu'on ne donne pas d'un seul coup. Oui. Par exemple, on vous donne aujourd'hui... par palier. Oui, on vous donne aujourd'hui, sur la même créance, on vous donne aujourd'hui, oh, nous n'avons pas assez d'argent, nous avons seulement un peu, bon, prenez ne fût-ce que 300 000 $. La même créance. Vous réintroduisez pour dire non, mais il restait autant. Et il bloque. Oh non, mais il y a là-bas, la virgule ne se voit pas. Il y a le point. Mais comment ils ont payé pour la première fois? Mais c'est justement, c'est ce que nous, moi et moi, que nous avions posé la question au directeur Eric Djamba, de celui du contrôle budgétaire. Je dis, mais dites à vos gens d'appeler les inspecteurs judiciaires pour nous arrêter parce qu'on a déjà bouffé l'argent du trésor. Parce que tout est sur ces créances qu'on a déjà toujours payées. Mais ça, c'est la petite bête avec la virgule. Oui, parce qu'il n'y a pas de virgule là-bas, mais qu'on nous arrête parce que nous avons déjà touché beaucoup avant. Donc, pour vous dire que nous souffrons. Nous souffrons. Nos DTO sont là. Mais que faire? Donc, qui doit décider? Qui doit décider maintenant? Je ne sais pas si Jésus-Christ va venir. Parce qu'il n'y a que ça. Bon, jusque-là, moi, personnellement, je fais confiance au ministre des Finances. Oui. Je dis bien jusque-là. Ah, jusque-là. Ça ne veut pas dire que j'ai confiance en lui à 100%. Mais qu'il nous libère, s'il vous plaît. Par exemple, moi, je devais déjà rentrer au Maroc pour le contrôle médical. Je suis encore là. J'ai beaucoup de choses à faire. Nana Bakoko, combien? Mes enfants. Alors, je demande à monsieur, à son excellence, puisque tu sais, les Congolais aiment le Koumou. Le Koumou. Je demande à son excellence, monsieur le ministre Nicolas Kadima, en tout cas de libérer nos créances, nos DTO qui sont sur sa table. Alors, par rapport aux maisons, bon, j'ai toujours posé cette question à Gabriel Mokia. Mais c'est comme je vous disais, Mino Amami Ouattara. Imaginez-vous que quelqu'un... Non, ce n'est pas possible. Critiquer Mobutu, c'est bien. Mais, parce qu'il y a des gens, beaucoup n'ont pas vécu l'époque du maréchal. Vraiment, le tribunal, la Cour suprême, prend sa décision. Mais qui peut oser s'opposer?
Pourquoi Gabriel Mokia doit faire vraiment des courbettes, circuler partout? Parfois, j'ai même pitié de lui, au risque même d'avoir l'AVC, ou bien même des crises cardiaques, ou bien d'hypertension, pour ce problème. Mais moi, je crois qu'il y a un petit complot derrière. Un petit complot. Et il y a un petit complot. Lequel? Parce que vous savez, chaque fois, nous avons toujours dit, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, à ce jour, bientôt 5 ans. Mais pourquoi vous continuez toujours avec les mêmes que Kabila a laissés? C'est la toute première fois... C'est la continuité du système Kabila. Oui, mais c'est ça. Mais vous savez que partout dans le monde, c'est la toute première fois que je vois qu'un homme d'État, un homme politique, vient travailler sur base des assises humaines, politiques, de son prédécesseur. C'est la première fois. Je ne critique pas pour critiquer, mais tout le monde en parle, que ce soit même dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. J'ai reçu Gabriel Mokia sur ce plateau qui a dit que c'est la ministre de la Justice qui bloque, qui lui a dit qu'il va voir le président de la République pour qu'on te restitue les maisons. La maison occupée par la Banque centrale et l'autre occupée par l'UAC. Ça finira un jour pour qu'on puisse demander au président de la République d'aller au Wenze Somba Zibida pour aller faire descendre les prix de... Parce qu'il y a des gens qui ont des fonctions d'État, mais qui ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Les assumer. Non. Donc ils se rabattent encore sur une autre... Mais c'est quoi? Mais Soko Yebitina pouvoir était que là-bas, Yebitina y a pouvoir. Je n'ai jamais vu que quelqu'un qui a le pouvoir négocie. C'est comme moi, je vous dis, avec notre pays, nous devons négocier la sécurité de notre population. Pourquoi? Tout simplement pour faire plaisir aux Occidentaux, parce que vous avez des comptes bancaires là chez eux, ils vont vous bloquer. Alors, nous allons vous donner la garantie que que ça revienne ici au pays, et on va trouver Kim Jong-un en Corée du Nord, on trouve Poutine, on trouve aussi l'Iran. Ils nous fournissent les armes pour défendre notre pays. Et je crois bien que le peuple vous en sera gré. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Comment voyez-vous la marche du pays actuellement avec les élections qui vont arriver? Bon, disons que jusque-là, je peux dire que j'ai encore confiance qu'il y aura élection. Je peux dire, jusqu'à la preuve du contraire. Mais voyons ce qui peut se passer d'ici 2023. Vous voyez, le seul problème, préparons-nous. Il faut se préparer. D'une manière normale. Mais ce qui compte sur soit la tricherie, la fraude. Vous savez, hein, à l'école, vous aussi vous êtes passé par là. Un élève, un étudiant qui n'est pas intelligent ne peut pas parvenir à tricher. Ce sont les étudiants très intelligents qui trichent parce que lui-même il est déjà intelligent. S'il n'est pas intelligent, il va copier du n'importe quoi. Je ne sais pas si vous pouvez... Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, misons tout d'abord sur nos efforts pour préserver notre pays et aussi notre peuple. Ce sera le mot de la fin ou vous en avez un autre pour ajouter pour ce soir? Non, le mot de la fin, c'est réservé pour les condamnés à mort. Ah, ok. Oui. Merci, M. Maurice, d'avoir été sur ces plateaux de table ronde. Merci, Ambroise, merci beaucoup. Je crois que vous aurez l'occasion de m'inviter encore une fois de plus. On les fera. Merci. On rappelle que vous êtes ancien chargé d'émission du maréchal Mobutu Sese Seko. Vous êtes au cadre du MDECO, chargé des stratégies du président Gabriel Mokia. Bien sûr. Pas la stratégie qui venait de faire parler d'elle de manière négative à la présidente de la République. Depuis, enfin, moi je peux dire qu'actuellement, hein, la présidente de la République, c'est la fonction publique rénovée. Ah bon? Ah oui. La présidence de la République à notre époque. Vous trouvez un conseiller du chef de l'État qui se compromet. Depuis quand? Même un petit agent. Mais c'est pas possible. C'est désacralisé apparemment. Désacralisé. On a vraiment... Je peux dire... Ah, c'est triste.
Merci, merci Maurice Likouo. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Je pense que vous avez aimé, hein? Vous avez aimé ces explications de ce qui se passe dans l'Est du pays et la solution qu'il faut pour en finir avec la guerre. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro de Table Ronde. Au revoir.